Exocet, le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Vous êtes sur Rage, c'est l'heure d'Exocet. Si vous découvrez cette émission pour la première fois, sachez qu'Exocet, c'est l'émission dans laquelle on vous raconte des histoires étranges. On vous dévoile des faits insolites, parfois des mystères, des situations surprenantes, des légendes urbaines. Bref, Exocet, c'est l'émission qui vous retourne le cerveau. La semaine dernière, justement, l'émission était consacrée aux légendes urbaines. C'était une émission thématique. Cette semaine, le concept classique reprend ses droits, c'est-à-dire que Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires sans lien entre elles, mis à part le fait que ce sont toutes des histoires étranges et surprenantes. À la technique, c'est Mika. Bonsoir mon ami. Salut. Ça va bien ? Ça va très très bien. J'espère que pendant 1h30, on est ensemble jusqu'à 8h30. J'espère que tout va très bien se passer pour vous. N'hésitez pas à laisser une lumière allumée. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. La première histoire est l'histoire de Christine Chebuk. Christine Chebuk était une jeune journaliste née en 1944 dans l'Ohio. Et avant de raconter son histoire, je tiens simplement à préciser que pour trouver les histoires de ce soir, donc j'ai cherché s'il y avait des personnes qui donc s'étaient suicidées devant une caméra ou en public, parce que c'est vrai que avec les millions de caméras, les millions d'heures de vidéos et d'enregistrements qui sont disponibles aujourd'hui et depuis des décennies, on s'est tous posé la question, moi une fois, il y a bien une personne qui a dû donc finir ses jours en direct devant une caméra, et donc en cherchant, eh bien j'ai découvert qu'il y avait au moins 2 personnes qui l'avaient fait. Et donc la première, c'est Christine Chebuk. Donc comme je vous le disais, c'était une journaliste née en 1944 dans l'Ohio. Son diplôme en poche, elle travaille dans diverses radios et télé locales. C'est une jeune femme sans histoire. Et elle était notamment bénévole à l'hôpital de Sarasota, où elle allait tenir compagnie aux enfants handicapés. Et en fait, elle cachait un tempérament dépressif, et elle avait déjà essayé d'en finir par overdose de médicaments. Donc c'était une jeune fille assez renfermée, elle était solitaire, et à bientôt 30 ans, elle n'avait jamais connu d'homme, ou presque. Donc elle s'en plaignait auprès de ses collègues de travail, elle était vierge alors que la trentaine arrivait à grands pas, et c'est vrai que ça pesait pas mal dans son état psychologique, ça n'allait pas très fort. Et 1 an avant son suicide, donc Christine avait été opérée des ovaires en plus de ça, donc les docteurs lui avaient dit qu'elle risquait fortement d'être stérile si elle ne tombait pas enceinte dans l'année qui suivait. Et pour continuer dans le registre des petits malheurs, donc elle s'était amourachée d'un collègue de travail, mais elle avait fini par apprendre qu'il était déjà avec une certaine Andrea Kirby, qui était une journaliste sportive dans la station où travaillait Christine, et en plus c'était une des collègues les plus proches, si ce n'est la plus proche de Christine. Donc voilà, le genre de petits coups durs qui n'arrangent pas le moral. 3 semaines avant son suicide, Christine demande à son patron si elle peut faire un sujet sur le suicide, justement. Donc le sujet l'a travaillé manifestement, donc le patron accepte, elle se rend chez le shérif local pour lui demander un petit peu quels sont les moyens les plus fréquemment utilisés parmi les cas de suicide donc, que le shérif a pu observer, et ce dernier lui explique que le moyen le plus efficace donc d'en finir serait donc de se tirer un coup de calibre 38 derrière la tête. Voilà, bon. Alors, manifestement, Christine garde l'information donc dans un côté de sa mémoire, hein, vous le verrez par la suite. 3 jours avant son suicide, Christine voit un de ses reportages coupé par le directeur de l'information qui avait préféré donc couvrir une émeute. Le directeur de la station avait encouragé son staff à se concentrer sur les sujets plutôt saignants, les sujets à grand spectacle avec de la tripe et du sang. Donc du coup, Christine s'était retrouvée privée de sujets. Donc ce qui ajoute encore un petit peu à son humeur, bien évidemment. Et le matin du 15 juillet 1974, Christine surprend ses collègues de travail en leur disant qu'elle doit démarrer l'émission matinale de la station par une série d'informations. Alors elle ne le faisait jamais. Donc du coup le présentateur principal de l'émission attend dans le couloir pendant que Christine s'assoit à la table des infos, et pendant 8 minutes elle couvre 3 sujets nationaux, puis une histoire de coup de feu dans un restaurant local. Et alors qu'un problème technique empêche le magnéto de se lancer, Christine dit, pour coller
à la politique de Channel 40, qui était donc la chaîne sur laquelle elle travaillait, pour coller à la politique de Channel 40 qui veut des sujets saignants, vous allez voir un suicide en direct. Et là, elle sort un calibre 38 de sous le bureau et elle se tire une balle derrière l'oreille droite. Alors, évidemment, elle s'effondre très violemment en arrière et les spectateurs voient à ce moment-là à l'image un fondu au noir. Donc évidemment la régie a réagi tout de suite et la caméra woman qui s'appelait Jean Reed pensa au début qu'il s'agissait d'une blague, même si c'était une blague pour le moins funeste, mais bon, elle a très vite compris qu'elle se trompait puisque donc le corps de Christine gisait au sol, était soumis à beaucoup de convulsions, de tremblements. Donc là elle a compris que c'était du sérieux et le standard de la station a explosé. Les gens se demandaient aussi si c'était truqué, si c'était un coup monté. D'autres avaient directement appelé les secours pour intervenir dans les locaux de la télévision et 14 heures plus tard donc Christine meurt à l'hôpital où elle était bénévole en plus, ironie du sort, et les 2 cassettes de sa mort furent remises à sa famille et ne furent jamais rendues publiques. Alors lors de ces funérailles, plus de 120 personnes ont assisté, donc c'est des funérailles qui se sont passées sur la plage et donc il y avait tout simplement des gens qui la connaissaient à l'écran, il y avait des personnages qui avaient été invités à son émission, etc., qui s'y sont rendus. Bref, ça a été un choc national puisque les 3 plus gros médias nationaux ont fait un sujet sur la mort de Christine. C'était du jamais vu, et depuis on n'a plus jamais revu ça, en tout cas pas que je sache. Comme je vous le dis, j'ai fait quelques recherches et donc au début du mois de mars 2007, la chaîne E! Entertainment a consacré un documentaire à Christine Chubbuck. L'histoire s'est déroulée il y a 33 ans, mais aux États-Unis, personne n'a oublié la petite journaliste locale. Le deuxième cas est celui de Bud Dwyer. Robert Bud Dwyer était un politicien né en 1939 en Pennsylvanie. Et après ses études, Bud, puisqu'on va l'appeler comme ça, Bud entreprend une brillante carrière dans l'éducation, puis entre à la Chambre des représentants de Pennsylvanie de 1965 à 1970. Alors donc ça, c'est l'équivalent un petit peu de notre Assemblée nationale, à la Chambre des représentants. Et de 1970 à 1980, Bud devient carrément sénateur, avant de passer trésorier de l'État de Pennsylvanie au début des années 80. Et c'est ce dernier poste qui le conduira à sa mort. Alors en 1986, Bud Dwyer est accusé d'avoir reçu un pot de vin de $300,000 venant d'une société qui voulait obtenir un marché public. Donc vous savez comment ça se passe, une entreprise veut décrocher un marché, elle graisse un petit peu la patte des institutionnels qui décident de qui va donc obtenir ce marché. Normalement ça se passe pas comme ça, mais oui. Alors ça se passe plus ou moins comme ça. Oui, si, d'accord, si tu veux, ok. Non mais c'est illégal quand même. Ah oui, attention, oui. J'ai absolument pas dit que c'était légal, soyons même d'accord. Ah oui, non, évidemment, ça s'appelle des pots de vin, ça s'appelle de la corruption, voilà, et donc c'est bien évidemment illégal. C'est pour ça que j'ai précisé que Bud était accusé d'avoir reçu un pot de vin. Alors le procureur fédéral propose à Bud Dwyer de plaider coupable et de coopérer à l'enquête moyennant 5 ans de prison maximum. Alors, personne n'est là pour pouvoir défendre Bud Dwyer dans le sens où il n'y a pas de témoin dans cette histoire. En plus, apparemment, le chef de l'entreprise qui lui aurait graissé la patte, comme on dit, décide d'accabler Bud Dwyer. Donc, manifestement, c'est un coupable désigné d'office. Et malgré ça, donc Dwyer refuse absolument de se déclarer coupable, de plaider coupable. Et il proclame son innocence à corps et à cri, mais du coup il encourt une peine de 55 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Ça ne rigole pas avec les fonds publics là-bas. Donc plutôt que de coopérer et de découper au maximum de 5 ans, il décide de défendre son innocence et de risquer donc 55 années de prison, ce qui est l'équivalent de la perpétuité. À son âge, il avait 47 ans, donc voilà. Et le 22 janvier 1987, la veille de sa condamnation, Bud Dwyer organise une conférence de presse pour faire le point sur la situation. Alors, tout le monde pense qu'il va expliquer qu'il décide donc de démissionner de son poste de trésorier, parce qu'il est toujours trésorier à ce moment-là. Et en fait, durant la conférence, donc,
Bud Dwyer est assez nerveux, tout le monde le voit, il y a des caméras tout autour de lui parce que c'est quand même une affaire très importante. On parle d'un sénateur, ancien sénateur et donc trésorier de l'État de Pennsylvanie, donc c'est une affaire qui fait grand bruit. Et durant la conférence, donc Bud Dwyer affirme à nouveau son innocence, il annonce qu'il ne démissionnera pas du poste de trésorier et il se lance dans un discours qui sera le dernier discours de sa vie. Alors il remercie Dieu de lui avoir donné 47 années de vie heureuse, une famille merveilleuse. Il dit qu'il est victime de persécutions politiques, qu'il est un martyr et que la plus grande démocratie du monde va le condamner alors qu'il n'a rien fait, et il insiste sur le fait que tous les gens proches de lui ou tous les gens qui ont travaillé avec lui sont tout à fait persuadés de son innocence. Donc il continue en disant qu'il a œuvré lui au cours de sa carrière pour une justice vraiment équitable, une vraie justice aux États-Unis, mais que ça n'a pas fonctionné. Donc il demande à tout le monde de continuer après lui à œuvrer dans ce sens, à prier pour sa famille. Et à partir de là, donc le discours commence à prendre une tournure assez étrange. Il appelle 3 de ses collaborateurs, il leur donne une enveloppe chacun. Donc dans une des enveloppes, il y a une lettre, donc on le saura après, il y a une lettre de suicide adressée à sa femme. Dans la deuxième enveloppe, il y a sa carte de donneur d'organes, et dans la troisième, il y a une lettre adressée donc à un de ses collègues, à un gouverneur. Donc après avoir donné ses cartes, Bud Dwyer sort un pistolet d'un sac en papier. Et là, évidemment, c'est l'affolement général. Tout le monde comprend en un quart de seconde ce qui est en train de se passer. Mais bizarrement, donc Bud Dwyer reste très calme, très maître de la situation. Il dit à tout le monde de rester en arrière parce que donc il pourrait y avoir des blessés. Et ce sont ses derniers mots. Hein. Donc ces derniers mots ont été pour les autres, puisqu'il a dit donc restez en arrière. Il pourrait y avoir des blessés. Et là, dans un geste très rapide, il se plaque le revolver dans la bouche et il tire. Et donc là, toutes les caméras évidemment assistent à la scène, et donc une caméra qui reste avec insistance sur le corps désarticulé de Bud Dwyer. On le voit évidemment avec le crâne explosé, avec une hémorragie très importante, très impressionnante. Et là on entend des cris, des hurlements tout autour, et parallèlement à ça on a l'impression que les gens sont tétanisés, et puis tout à coup la vie reprend doucement son cours. On voit un homme qui s'installe au bureau où se trouvait Bud Dwyer en disant bon écoutez calmez-vous, mais on sent qu'il y a quelque chose de très surréaliste dans cette scène, personne ne s'y attendait. Et après ça, après cet événement-là, donc évidemment la mort de Bud Dwyer est devenue un événement culte, puisque donc des VHS ont commencé à circuler. Donc ça se passe à la fin des années 80, je le rappelle. Des VHS ont commencé à circuler. On dit que 2 ans avant sa mort, le chanteur Kurt Cobain avait récupéré une copie VHS de ce suicide et qu'il a regardé jusqu'à l'obsession. Et c'était tellement énorme comme événement. Et puis cette cassette vidéo, c'était tellement troublant, donc beaucoup de groupes de musique ont récupéré les derniers mots de Bud Dwyer, ou carrément des pans entiers de la scène à l'intérieur de morceaux de musique. C'est devenu un élément de sous-culture et de pop culture très très important. On trouve de nombreuses références donc au suicide de Bud Dwyer, que ce soit au cinéma ou donc dans la musique, encore une fois. Et cette année, donc en 2007, va sortir un documentaire sur la vie de Bud Dwyer, et ce documentaire s'appelle Un homme honnête. Je vais vous parler de Bud Dwyer, ce politicien américain qui s'est suicidé en direct lors d'une conférence de presse. Donc ça s'est passé à la fin des années 80. La vidéo très vite a circulé sous le manteau, sous forme de VHS évidemment. Ça se passait à la fin des années 80, au début des années 90. Mais bien évidemment, vous vous doutez qu'avec l'avènement d'Internet, la vidéo s'est retrouvée très vite sur le réseau. Donc il faut savoir qu'un étudiant de l'université de Philadelphie avait été viré de l'établissement pour avoir mis la vidéo sur l'intranet de l'université. Donc durant le morceau, j'ai fait voir la vidéo en question à Thomas. J'avais dit attention Thomas, ça va te refroidir. Il a voulu faire le dur, il a compris. Ça m'a refroidi. Ça l'a refroidi. Bref, je reconnais. On va d'ailleurs passer aux histoires de Thomas tout de suite. Cher ami, je t'en prie.
Eh bien, mes histoires ce soir seront assez historiques, voire pour certaines préhistoriques, et on va commencer avec les pierres d'Ica. Alors c'est un phénomène dont on n'a pas trop entendu parler, et pourtant l'histoire est assez intéressante à plusieurs niveaux. Alors les pierres d'Ica, qu'est-ce que c'est ? D'abord, leur première spécificité, c'est leur remplacement. Quand on prend ce qu'on appelle le chandelier des Andes, donc vous savez, c'est cet énorme dessin qui est dessiné sur une falaise au Pérou, et qui pour certains serait comme une flèche qui indiquerait une direction à des objets, donc ça fait partie de tout ce qui est des lignes Nazca, etc. Et donc ce chandelier indiquerait le chemin. Et donc en fait, quand on suit ce chandelier et qu'on fait 360 km en direction des terres, on passe au-dessus du village d'Ica. Et dans cette région, on trouve de nombreux restes pétrifiés d'animaux et surtout beaucoup de tombes incas et pré-incaïques qui sont là sur place, donc témoin quand même que c'était un endroit assez vénéré à l'époque pré-incaïque et incaïque. En 1966, Santiago Arguto Calvo procède en fait à l'excavation de certains tombeaux, donc fait son travail d'historien purement et simplement, et découvre plusieurs petites pierres noires gravées. À cette époque-là, on n'y prête pas vraiment attention, on les met un petit peu de côté et on les voit juste comme un symbole ou comme des offrandes qui auraient été faites aux morts. On n'analyse pas non plus vraiment les dessins qui sont dessus. Bref, on les laisse un tout petit peu de côté. Et puis, quelques années plus tard, un docteur, le docteur Javier Gabretta d'Arquea, se fait offrir donc par un paysan de la région pour son anniversaire une petite pierre gravée, une petite pierre noire, dont le dessin en fait représente un poisson. Alors le médecin au départ s'en sert, il le dit lui-même, comme presse-papier. Et puis un jour, un petit peu intrigué, il regarde la pierre de plus près et il s'aperçoit que le poisson qui est dessiné dessus représente en fait une espèce qui aurait disparu il y a plusieurs millions d'années. Donc là, il est quand même interloqué parce que si c'est un vestige inca ou pré-incaïque, il voit difficilement comment est-ce que ces civilisations auraient pu avoir connaissance de l'existence de ces poissons-là, vu qu'ils avaient déjà disparu à cette époque-là. Alors il va devenir un petit peu fou de ces pierres-là et va devenir le premier client en fait de ce paysan. Qui lui ne va pas tarder en fait à faire un commerce de ces pierres-là parce qu'il sent le filon et donc il commence à essayer de vendre ça à tous les touristes, etc. Bref, il monte un véritable business autour de ces pierres-là. Alors le docteur, lui, il va continuer éperdument à les collectionner, il va avoir une vraie folie pour ces pierres et il va réussir à en récolter quand même plus de 15 000 à lui seul, et il va avoir des pierres qui vont aller en fait de la taille d'une tomate à des blocs de plus de 500 kg et d'1,30 m d'envergure, donc vraiment carrément des très gros blocs. Cependant, le docteur ne va pas pouvoir tout acheter parce que les pilleurs de tombes vont un petit peu arriver sur place, et puis le paysan aussi va commencer à étendre son business, donc quelque part certaines pièces vont passer sous le nez du docteur face à des touristes qui sont venus ici juste pour acheter certaines pierres. Et là, la réaction de l'État péruvien ne se fait pas attendre, de peur en fait que leur patrimoine culturel soit pillé. Ils décident d'arrêter le paysan dans son échoppe qu'il a monté où il vend les pierres, et grosso modo le paysan à ce moment-là se retrouve devant deux possibilités. Soit il avoue où est-ce qu'il a trouvé les pierres, parce qu'il n'y a que lui pour l'instant qui les trouve, en tout cas officiellement les pilleurs eux restent très discrets, donc soit il avoue où est-ce qu'il trouve ces pierres et donc l'État péruvien conçoit à lui donner une petite atténuation de peine, soit il avoue avoir tout monté de but en blanc et d'avoir créé toutes ces pierres là, et dans ce cas là il risque quasiment rien si ce n'est une petite amende parce que quelque part il aurait uniquement vendu des souvenirs aux touristes et grosso modo ça s'arrêterait là quoi. Donc face à ce choix là, le paysan décide d'avouer. Mais là, pour beaucoup, l'histoire se corse. Donc officiellement, le paysan est le créateur de ces cailloux-là. Mais évidemment, beaucoup de gens vont revenir sur cette théorie et vont dire que le paysan, évidemment, a dit avoir fabriqué ces pierres-là pour éviter la prison et pour quelque part choisir l'option qui lui était la plus favorable. Et en effet, en tout cas pour ceux qui prétendent que ces pierres ont des secrets, il y a certains éléments qui sont assez troublants. Alors d'abord, ce qui est sûr, c'est que ces pierres ont été analysées par des nombreux laboratoires, dont des laboratoires allemands.
et que le fait qu'elles sont très anciennes ne fait absolument aucun doute. Ils ont analysé en fait les gravures qui parcourent la surface de ces pierres et ils se sont aperçus que les gravures étaient oxydées de la même façon que le revêtement extérieur des pierres. Donc les gravures soit ont été faites au même moment, soit datent d'il y a très longtemps et l'oxydation a pu s'insérer dans les rainures des gravures comme sur l'extérieur des pierres, soit le paysan dans sa volonté de monter une grosse arnaque a vraiment déployé des efforts un petit peu incommensurables pour donner du crédit à des pierres qui n'en avaient peut-être pas autant besoin. Le deuxième point qui perturbe un petit peu les foules, c'est que le nombre de pierres qui ont été récoltées est trop important. Parce que si l'on se base uniquement sur les pierres qui sont donc en possession de ce docteur, ces pierres, on peut les voir, hein, le musée du docteur existe. Donc lui, on a récolté 15 000, et d'après des calculs peut-être un petit peu vite faits, mais en tout cas qui existent, pour certains, il aurait fallu 40 ans et 10 heures de travail par jour pour concevoir ces 15 000 pierres. Donc ça voudrait dire que le paysan aurait prémédité son acte bien avant pour pouvoir fabriquer un stock de pierres assez important et suivre la demande. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Alors là, certains vont dire que en fait, il devait certainement créer ces pierres de façon industrielle, mais évidemment, cette solution paraît un petit peu disproportionnée pour un pauvre petit paysan péruvien qui aurait juste senti un filon touristique dans lequel s'engager. L'autre élément qui est assez perturbant, c'est la diversité des dessins. Parce que ils sont tellement variés et ils sont tellement dans des styles différents que ça paraît très difficile qu'ils émanent tous en fait d'un même cerveau. Parce que le choix de dessin, de motifs et de style est beaucoup trop vaste pour sortir d'un seul esprit créatif et surtout pas d'un paysan comme ça qui aurait juste voulu, que je le répète encore une fois, monter un petit business. En plus, certains dessins révèlent une réelle connaissance des arts primitifs et donc le paysan en plus aurait été un véritable érudit puisque certains détails n'ont pas échappé à certains archéologues qui ont démontré que quelque part il fallait avoir une connaissance en tout cas de l'art incaïque et pré-incaïque pour pouvoir ressortir ces dessins-là. Et puis les dessins eux-mêmes sont assez troublants puisque sur certaines des pierres on retrouve des dessins d'hommes domestiquant des dinosaures. On identifie très bien les espèces de dinosaures. On voit des espèces animales qui ont disparu et qui avaient déjà disparu à l'époque des Incas et à l'époque pré-incaïque. On voit des hommes qui regardent les étoiles avec des longues vues. On voit des cartes de la Terre des cartes qui représentent la Terre il y a 13 millions d'années. On voit des césariennes, on voit des transplantations d'organes, bref, des dessins assez dérangeants et assez perturbants. Gravés dans les pierres donc. Gravés sur la surface des pierres. Alors juste pour faire un point, une seconde sur ton affaire, donc tu nous parles de pierres qui dépeindraient donc des scènes parfois préhistoriques, parfois actuelles, et tout ceci aurait été découvert par un paysan péruvien qui garderait sa source secrète. Voilà. Pour la revendre à un certain docteur. Voilà, en fait, qui garde surtout sa source secrète, puisque au final, il a avoué avoir tout manigancé lui-même, donc c'est pour certains pour avoir évité la prison, mais peut-être qu'effectivement c'est lui qui a tout manigancé lui-même, mais les éléments sont quand même assez dérangeants. Il faut aussi admettre que ce mec-là ait été capable de graver toutes ces scènes sur des pierres, alors que bon, c'était un paysan péruvien. Alors attention, donne-moi l'idée de minimiser les capacités du paysan péruvien, mais c'est quand même assez surprenant. Ouais. Tout en réoxydant les rainures pour qu'elles aient une datation crédible avec l'extérieur de la pierre, ouais, etc. Ouais. Enfin bref, c'est quand même une débauche de moyens qui paraît effectivement disproportionnée pour un paysan péruvien, toujours sans arrière-pensée derrière. Alors le docteur, lui, a étudié ces pierres pendant de très nombreuses années parce que évidemment ça l'a perturbé. Il a été un petit peu la risée de tout le monde scientifique parce que les idées qui ressortaient de ces pierres-là et allaient un petit peu à l'encontre et vont toujours à l'encontre de notre conception du monde. Et en fait, pour lui, sa version, c'est que ces pierres sont tout simplement le témoignage d'une préhistoire que nous ne connaissons pas, parce que pour lui, en fait, on n'a même pas besoin de remettre en cause le peu de connaissances qu'on a de la préhistoire pour que ce qui en ressort de ces pierres puisse être assimilable à cette préhistoire. Et il dit juste, nous, on a toujours vu les hommes préhistoriques comme une civilisation attardée, en retard par rapport à la nôtre, en primitive. Tout cas, primitive tout simplement. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'image qu'on en a. Pour lui, avant d'avoir atteint cet état primitif,
la préhistoire a connu une grande civilisation qui a réussi à inventer plusieurs objets, a réussi à trouver des moyens pour faire des transplantations, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant aussi. Mais le docteur n'a vraiment pas lâché l'affaire et il a réussi au bout d'un moment à convaincre le paysan d'avouer où est-ce qu'il trouvait en fait toutes ces pierres. Et d'après les dires de ce docteur, le paysan aurait fini par lui avouer l'endroit où se trouvaient toutes ces pierres. Et le docteur rapporte que quand il s'est rendu sur place, il a trouvé une caverne immense remplie de centaines de milliers de cailloux du même type, sur lesquels étaient tous gravés des dessins, tous plus étranges les uns que les autres. Cela dit, il a toujours lui refusé de dévoiler où était cette grotte-là, en disant que le jour où une équipe scientifique sérieuse viendrait lui demander où était l'emplacement, il le révélerait bien sûr, mais qu'il voulait pas révéler ça au monde entier pour éviter les pillages, pour éviter que les gens viennent saccager le site. Et le problème, c'est qu'il est quand même mort en 2001 d'un cancer, complètement humilié et bafoué par la communauté scientifique qui n'a jamais porté vraiment de crédit à ce qu'il raconte. Et de nos jours, il reste toujours un musée qui se trouve en Allemagne, dans lequel on peut voir toutes les pierres qui ont été collectionnées par le fameux docteur. Thomas nous a raconté une histoire assez surprenante, une très belle histoire, l'histoire des pierres d'Ica. Donc Thomas, pour résumer, c'était donc un paysan péruvien qui aurait découvert une mine dans laquelle, enfin une grotte dans laquelle il y aurait eu des dizaines de milliers de pierres gravées avec des dessins qui dataient de la civilisation Inca, aztèque. Pré-incaïque aussi, ouais. Voilà. C'est perturbant. Sur laquelle on avait des dessins à la fois préhistoriques et à la fois actuels, avec des greffes d'organes, avec un homme qui regarde dans un télescope. Donc des cartes du monde. Très très impressionnant. On les regardait là sur internet pendant la pause musicale et enfin voilà, tu t'as constaté toi-même que c'est quand même assez perturbant comme type de dessin. Et alors seul un docteur péruvien a cru à cette histoire, a acheté toutes les pierres. Aujourd'hui, elles sont exposées en Allemagne, mais cet homme est mort en étant la risée de la communauté scientifique. Alors que c'est vrai que effectivement, on se demande comment un canular aussi parfait, aussi élaboré pourrait exister, venant donc d'un petit paysan péruvien illettré, parce que même si c'est un canular, on peut crier à l'exploit, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Ne serait-ce qu'on peut au moins admirer la prouesse du canular, quoi. C'est clair. Et Thomas, à présent, donc, tu nous présentes une seconde histoire, mon ami. Alors, oui, toujours qui s'inscrit dans un petit peu la préhistoire, l'histoire tout court. J'ai nommé ce petit dossier les objets impossibles. Alors, je vous le dis tout de suite, tous les différents objets que je vous révèle viennent de sources sûres, notamment du Times, de Scientific American, des archives de Madrid. Bref, c'est recoupé avec de nombreux journaux, de nombreux sites internet qui en traitent. Et vous allez voir que certains objets qu'on a retrouvés sont effectivement assez étonnants. Notamment, par exemple, au XVIe siècle, on a retrouvé dans la roche d'une mine, quand je dis dans la roche d'une mine, c'est pas en surface plantée, c'est dans la roche elle-même, un clou de 18 cm. Donc déjà, on se pose la question à savoir comment un clou est rentré dans une pierre et a rebouché le trou derrière lui. Et en fait, cette pierre dont il a été extraite date de 75 000 à 100 000 ans. Donc voilà, comment un clou se retrouve dans une pierre qui date de 100 000 ans, c'est effectivement très étonnant. Pas de traces d'entrée du clou. Il n'y a pas de traces d'entrée du clou, comme s'il était apparu dans la pierre. Comme si la pierre s'était formée autour du clou, mais donc il y a 18 000 ans. Voilà, alors il faut savoir qu'aux États-Unis, ces objets-là, j'aurais dû peut-être plus en parler en intro, mais en tout cas aux États-Unis, ces objets-là donnent lieu à un véritable culte entre guillemets parmi les amateurs d'étrangeté enfin c'est vrai qu'on en parle beaucoup et vous verrez si vous faites des recherches sur internet, vous tapez objets impossibles et vous tomberez sur de nombreux sites qui en traitent et vous allez voir il y a de nombreux exemples et je vous ai sélectionné parmi les meilleurs à Aix-en-Provence. Voilà, mais comme ça c'est fini. À Aix-en-Provence, près de chez nous donc. Près de chez nous, c'est un petit peu pour ça que je l'ai relevé aussi. On a retrouvé donc dans une couche géologique de 300 millions d'années. Alors il faut savoir quand même qu'en archéologie, en général, quand on trouve des objets dans une couche géologique, on a tendance à pouvoir se dire que les objets datent de cette période-là parce que c'est très rare, sauf mouvement de terrain et autres bizarreries de la nature, que les objets se retrouvent dans des couches géologiques qui correspondent pas à leur époque. C'est assez logique. Donc on a retrouvé dans des couches géologiques datant de 300 millions d'années des bouts de colonnes, des blocs taillés,
des pièces métalliques qui font penser très fortement à des pièces de monnaie. On a trouvé des manches d'outils en bois pétrifiées. On a trouvé des grandes planches de bois également pétrifiées. Enfin bref, comme s'il y avait eu un atelier à cet endroit-là. Et donc dans une couche géologique qui date de 300 millions d'années. Pareil, c'est assez étonnant. Alors, ça s'expliquerait par des glissements de terrain. Alors, l'explication la plus rationnelle, effectivement, ça serait des glissements de terrain. Maintenant, géologiquement, sur les lieux, il n'y a rien qui laisse penser qu'il y a eu un glissement de terrain qui expliquerait que les objets se soient retrouvés à cet endroit-là. Donc, le mystère reste quand même assez entier. Aux États-Unis, à Springfield, on a brisé accidentellement un morceau de quartz aurifère qui a été ramené en fait de Californie par un touriste. Et à l'intérieur, une nouvelle fois, on a trouvé un clou en fer forgé de 5 cm, parfaitement droit, absolument pas usé. Mais encore une fois, on l'a retrouvé dans la pierre, toujours sans qu'il y ait de trou d'entrée. Et cette pierre, elle date de plus d'1 million d'années. Donc voilà, un autre clou qui vient d'on ne sait où en fait. C'est quand même fou, toi, que ce soit un clou à 2 reprises. À 2 reprises. Alors il y a énormément de clous dans ces histoires. Alors à croire que par le passé des gens s'amusaient à mettre des clous dans les pierres et à reboucher les trous derrière. Mais en fait, quand on passe même les pierres au scan, il n'y a aucune trace apparente de rebouchage en fait, comme si on avait mis un enduit, etc. La pierre est vraiment solide et constituée d'un seul bloc, ressemble à n'importe quel caillou, sauf qu'à l'intérieur il y a un objet. Et vous allez voir qu'il y a d'autres objets qui sont assez étonnants, notamment une femme dans l'Illinois, à Morrisonville, dans une pierre, notamment une femme qui a retrouvé dans l'Illinois à Morrisonville, dans un bloc de charbon, quand elle a brisé en fait pour mettre le charbon dans sa cheminée, elle a retrouvé une chaîne en or de 25 cm, donc pareil, qui était inclus dans le charbon. Alors pareil, c'est assez étonnant parce que quand on sait le temps qu'il faut pour que du charbon se forme, donc la théorie, ça serait que la chaîne en or serait tombée dans un endroit qui a fini par se transformer en charbon, mais ça veut dire que cette chaîne en or était portée il y a quand même déjà plusieurs millions d'années, parce que le charbon met énormément de temps à se constituer. Donc voilà, c'est un petit peu étonnant aussi. En Afrique du Sud, à Transvaal, près d'Ottosdal, pour ceux qui sont fans de géographie, des mineurs remontent depuis une trentaine d'années de nombreux objets métalliques, plus de 200 en tout à l'heure actuelle, des objets métalliques ronds, comme des sphères quasiment parfaites. Alors ces sphères sont de couleur bleu acier, elles ont des légers reflets rouges, elles sont tachetées de petits filaments blancs. Alors on a analysé la coque, c'est de l'acier au nickel. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une matière que l'on ne retrouve pas à l'état naturel, donc ça ne peut pas provenir de météorites qui seraient agrégées. Et puis certains accidentellement au fil du temps ont été cassés, et on a découvert qu'à l'intérieur il y avait un matériau spongieux qui était dedans et qui se transformait en poussière au contact de l'air. Donc on n'a pas vraiment identifié quelle était cette matière spongieuse. Et pour rajouter un petit peu encore au mystère, donc on les a datées. Ces sphères datent de 2,8 à 3 milliards d'années. Donc c'est assez étonnant aussi. Elles ont vraiment des marques d'usinage. Et puis pour rajouter à tout ça, le musée dans lequel il est exposé, dans lequel les pierres sont exposées, eh bien le directeur de ce musée dit que quand les pierres sont posées en vitrine et qu'on les regarde attentivement, on s'aperçoit que les sphères tournent très légèrement sur leur axe de façon régulière. Donc ça, c'est dire, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune preuve, mais ça rajoute un petit peu au mystère. En 1870, en Italie, encore une fois dans une mine de charbon, on a retrouvé un fossile d'un hominidé, sauf que quand on l'a daté au carbone 14, on s'est aperçu que ce fossile remontait à plus de 12 millions d'années, et cet hominidé s'appelle d'ailleurs Oreopithecus. Donc on a retrouvé ça dans une mine, donc il y a 12 millions d'années, il y avait déjà un hominidé, et on a ce squelette-là, c'est assez étonnant. En 1896, on a retrouvé une empreinte de pied humain de 37 cm de long. Et en fait, cette pierre date de 150 millions d'années. Donc pareil, ça supposerait que quelqu'un ait marché sur cette pierre qui n'était pas encore consolidée il y a 150 millions d'années. C'est un petit peu normalement impossible d'après nos connaissances en tout cas de l'histoire de l'homme. Là, élément encore plus étonnant, dans une strate de 100 millions d'années, on a trouvé des traces de pieds nus, mais également des traces de chaussures mêlées à celles de traces de dinosaures, des traces de cannes,
Bref, divers éléments assez troublants. Tout ça se situe dans la vallée de Carrizo, dans le nord-ouest de l'Oklahoma. Donc pareil, hein, je le répète, toutes ces sources existent vraiment, c'est dans les archives du Times ou de nombreux magazines, donc on a réellement trouvé tout ça. Et pour finir, Earl Flint, qui était un grand géologue en 1884, a découvert, lui, de son côté, à 60 cm de profondeur dans un lac, le lac Gilva, des empreintes d'hominidés, mais le problème, c'est que certaines de ces empreintes avaient clairement des sandales, hein, on le voit sur les photos, donc c'est des traces de sandales, et toutes ces traces, elles remontent à plus de 200 000 ans. Et donc, Thomas, tu nous disais que autour de la planète, il y a comme ça des objets qui se sont formés, qui sont apparemment impossibles, comme des clous à l'intérieur de roches vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, ce que je te demandais hors antenne, c'était si il y avait des musées avec des personnes qui rachetaient ces objets à prix d'or. Oui, et comme je te le précisais, effectivement, aux États-Unis, c'est un petit peu à la mode entre guillemets dans les milieux ésotériques, et il y a de fortes chances effectivement que des petits malins, en tout cas, aient trouvé des astuces pour recréer ce type d'objet. Et comme tu me le disais très justement, certaines fois, des choses nous paraissent impossibles, notamment par exemple mettre une maquette de bateau dans une bouteille, et pourtant certains ont réussi à trouver des techniques avec des fils, etc., pour que ça se tende et que la bouteille rentre, la bouteille rentre dans le bateau. Que le bateau rentre dans la bouteille. Donc peut-être qu'effectivement il y a également le même type d'astuce pour reconstituer ces pierres-là. Ça, on ne le saura jamais, et quelque part ça fait partie du charme. Mesdames et messieurs, à présent est venue l'heure de passer aux infos insolites d'Exocet. Chaque semaine dans cette émission, je vous raconte donc les faits les plus étranges, les plus bizarres qui se sont déroulés à la surface de la planète. On démarre avec une histoire qui s'est passée en Italie. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé de cette femme qui était morte en avion et qui s'était retrouvée donc en première classe. Donc elle a été mise à côté d'un homme d'affaires qui s'est réveillé à côté d'un cadavre. Donc voilà, c'était sur un vol de la British Airways qui avait dû s'excuser. Et donc cette semaine, on a une affaire similaire, on va dire, mais qui s'est passée dans un train. Donc c'est un homme qui a voyagé le long de la même trajectoire pendant 6 heures d'affilée. Donc il a fait l'aller, le retour. Donc tout simplement parce qu'il était mort en fait, et que personne ne s'en est aperçu. Alors cet homme s'appelait, paix à son âme, Ferdinando Borelli. Il avait 85 ans. Donc il a eu une crise cardiaque tout simplement, mais les autres passagers pensaient qu'il était endormi, Ferdinando. Et donc il a parcouru le trajet de Savona à Turin en Italie du Nord 3 fois avant que des agents de nettoyage s'aperçoivent qu'il était mort. Ils ont essayé de le réveiller à la gare, puis il s'est pas réveillé. Donc en fait, il revenait de vacances dans le train, et il est mort peu après être monté dans le train. Donc voilà, c'est vrai que ça arrive très très souvent dans les transports finalement, que ce soit en avion, que ce soit en train, nécessairement avec les milliers de gens chaque jour qui prennent les transports, ce sont des choses qui arrivent. La deuxième histoire, c'est assez troublant on va dire, puisque un palier éthique a été franchi une fois de plus. Donc selon le Daily Mail, des scientifiques auraient créé un mouton dont 15% des cellules seraient humaines et 85% animales. Alors le professeur qui est à l'origine de ce projet-là s'appelle Esmail Zaniani de l'université du Nevada. Il aurait donc extrait les cellules souches de la moelle osseuse d'un donneur et les aurait injectées dans un fœtus de mouton. Alors, l'agneau qui est né 2 mois plus tard aurait un foie, un cœur, des poumons et un cerveau qui se seraient développés avec des cellules humaines. Donc c'est ce qu'on appelle une chimère, donc un petit peu, avec un quart de cellules humaines. Donc selon ces scientifiques, il serait possible d'utiliser ces organes pour des transplantations, puisque donc elles sont humaines. Et ces études soulèvent de nombreuses critiques. Il y a plusieurs scientifiques qui se montrent assez dubitatifs sur le succès des greffes en question, et par ailleurs certains expliquent que des virus qui sont inoffensifs chez les moutons pourraient être introduits ainsi chez l'homme, et ça pourrait créer un vrai cauchemar biologique, puisque donc effectivement il y a des maladies comme ça qui sont inoffensives chez l'animal, mais une fois chez l'homme c'est une autre histoire. Donc la grippe aviaire par exemple, ce genre de truc. Là on joue vraiment avec le feu.
feu. Donc là, on est vraiment en train, c'est vrai, de franchir des barrières éthiques. À quand le premier animal parfaitement hybride, mi-homme, mi-bête, donc ça sera peut-être pour les années à venir. En tout cas, là, on en est sur le chemin. La troisième histoire se passe sur Saturne. C'est vrai que là d'habitude, on se balade sur la planète Terre. Là, on va carrément faire un tour dans le système solaire, donc. Saturne est le lieu actuellement d'un véritable phénomène cosmique particulièrement surprenant, puisque donc la sonde Cassini a repéré avec un spectromètre infrarouge une espèce de structure hexagonale, une très très étrange structure hexagonale de 25 000 km qui entoure le pôle nord de Saturne. Donc concrètement, à la surface de la planète, sur le pôle nord de Saturne. Comme des remparts, tu veux dire ? On voit un hexagone, une forme géométrique parfaite avec 6 côtés, donc au sommet de Saturne. Donc les scientifiques disent qu'ils n'ont jamais rien examiné de tel sur aucune autre planète. Donc Saturne est entouré d'une atmosphère épaisse où les courants, ça s'appelle les courants de convection, et les formations cellulaires dominent. Donc c'est le chaos. Il y a différents courants comme ça, des vents cosmiques qui se repoussent, et donc c'est le dernier endroit où on pourrait s'attendre à découvrir une figure géométrique hexagonale, régulière, tu vois, parfaite, parce que l'érosion devrait être énorme normalement. Mais vu que c'est le chaos, on s'attendrait à voir donc des courants qui vont un petit peu dans tous les sens, et donc par exemple au pôle sud de Saturne, il y a comme une espèce de cyclone géant avec un œil central, ça forme une boucle, même au pôle nord de la planète Terre, donc il y a comme ça un amas de nuages, une espèce de vortex. Et bien là, au nord de Saturne, c'est un hexagone, et les images sont vraiment bluffantes. Donc je mettrai les images sur le forum de Rage, section Exocet, vous verrez, c'est assez impressionnant, d'autant qu'il n'y a pas que des images fixes, il y a aussi une vidéo, et donc on voit cet hexagone avec des vents qui tournent autour. Voilà, c'est assez mystérieux. Une histoire à présent qui se passe à Sydney en Australie. Et c'est ce qu'on appelle un miracle à touristes, très clairement, puisque donc il y a 5 mois de cela, un jeune garçon de 17 ans qui s'appelait Michael Tanous est mort dans un accident de voiture, et 40 jours plus tard, ses parents ont commencé à voir sur les murs de sa chambre de l'huile qui exsudait littéralement, qui transpirait des murs, avec de la cendre aussi qui a commencé à apparaître sur le sol. Alors évidemment, on a des foules entières qui font la queue aujourd'hui, avec plusieurs centaines de personnes à la fois, pour entrer dans cette petite maison de banlieue. Et elle est d'ores et déjà appelée, cette maison, Dieu sur Terre, rien que ça, Dieu sur Terre. Donc 3500 personnes sont déjà venues assister au miracle, et elles repartent avec un coton imbibé de cette huile, qui est considérée comme une huile sainte qui pourrait guérir les maux, etc., etc. Donc il y a eu des tests scientifiques sur cette huile, elle a été prélevée, et donc il y aurait comme une espèce de fragrance qui aurait été ajoutée à l'huile, donc la fragrance à base de rose, parce que ça sent la rose dans la chambre, mais alors on sait absolument pas d'où ça vient, d'où ça peut provenir. Et le truc aussi, c'est que les parents ne font absolument pas payer les visites. Donc ça peut permettre d'écarter le canular éventuel, puisque c'est pas lucratif pour eux. Alors il y a eu un reportage télévisé, j'ai vu ce reportage, donc j'ai vu à quoi ça ressemblait, et c'est vrai qu'effectivement on voit des murs avec une sorte d'humidité, donc manifestement de l'huile, qui, comme je vous le dis, exude comme ça. Alors bon, on peut se dire aussi tout simplement que ça peut être de l'humidité, parce que quand on le voit, on a l'impression que c'est juste de l'humidité, que la chambre n'a pas été assez aérée. Les murs sont perlés, tu veux dire, avec plein de petites gouttes en surface. Alors pas vraiment des gouttes, mais des traînées, avec parfois oui effectivement des gouttes, mais surtout des traînées comme ça, humides. Et donc si on ne savait pas que c'était de l'huile, on pourrait penser tout simplement à un problème d'aération avec de l'humidité sur les murs. Mais là manifestement, ça serait de l'huile, donc voilà, en ce moment c'est le miracle à la mode en Australie, donc on en saura peut-être plus dans les semaines à venir. En tout cas, évidemment, les parents voient là un signe clairement divin de la part de leur fils, etc. Voilà, plus d'informations peut-être plus tard. On marque une première pause dans ces infos insolites avant de revenir pour une dernière salve et pour la fin de l'émission. Vous êtes toujours dans Exocet, c'est la dernière partie de l'émission. On parle d'infos insolites qui se sont déroulées cette semaine à la surface de notre belle planète bleue. On passe
place par l'Italie. Une histoire qui se déroule à Vercelli, qui est donc un petit village à proximité de Turin. Et donc c'est un jeune homme dans un sale état qui s'est rendu à la gendarmerie en disant qu'il ne savait pas qui il était et pourquoi il était là. Alors, 3 jours plus tôt, à une centaine de kilomètres de là, donc, un appartement a été retrouvé saccagé, couvert de signes ésotériques tracés avec du sang, avec des croix renversées. Donc en fait, comment est-ce que ça a été découvert ? Tout simplement parce que le propriétaire de l'appartement n'avait plus son loyer honoré, donc il s'est rendu sur place pour voir si le locataire était toujours là. Il a donc découvert un appartement dévasté, comme je vous le dis, avec des traces de rites sataniques. Et là où on retrouve notre jeune garçon amnésique d'il y a quelques instants, c'est parce que la police a établi que le sang appartenait à cet amnésique. Un garçon de 22 ans prénommé Daniele, donc, qui travaillait dans une usine à proximité. Et un des mystères qui laisse la police perplexe dans cette histoire, c'est comment est-ce qu'un homme à qui on a enlevé autant de sang, parce que ils estiment qu'il y avait à peu près 3 litres de sang dans la pièce, donc des symboles kabbalistiques tracés de partout sur les murs. Donc comment est-ce qu'un homme qui a perdu autant de sang a pu parcourir 100 km, puisqu'il a été retrouvé à 100 bornes de chez lui, et où est-ce qu'il a disparu donc pendant ces 3 jours, entre donc le jour où on a retrouvé l'appartement avec ces signes kabbalistiques et le jour où le jeune homme s'est rendu à la police. Alors la seule chose dont ils se souviennent, c'est une abbaye, c'est le seul souvenir qu'il ait. Donc voilà, il aurait peut-être été donc amené dans une abbaye pour subir comme ça d'autres rituels sataniques. En tout cas, actuellement la police italienne est vraiment dans la perplexité la plus totale par rapport à cette affaire. Bien sûr, si on en apprend davantage, vous le saurez ici. Ne ratez pas la suite du feuilleton dans Exo 7. On fait un détour par le nord, le Danemark pour être précis, à Copenhague. Et c'est une histoire assez mignonne. Donc c'est un jeune garçon qui a trouvé une montre, et cette montre était enfermée dans une boîte qui elle-même était enfermée dans un morceau de glace qui se trouvait au pôle Nord. Et donc le jeune garçon a trouvé cette montre à plus de 3000 km de l'endroit où elle avait été enterrée, donc enterrée sous la glace. Donc la montre a parcouru le trajet qui sépare le pôle Nord des îles Féroé, puisque donc c'est aux îles Féroé qu'elle a échoué. Les îles Féroé sont donc des îles qui se situent entre l'Écosse et l'Islande. Et le jeune garçon s'appelle Niels Jakob Mortensen, il a 11 ans, et il a découvert une petite boîte noire donc près de sa maison. Et sa mère explique que à l'intérieur de cette boîte il y avait donc une montre, que la montre avait été enterrée au pôle Nord par Jørgen Amundsen. Et donc Jørgen Amundsen, c'est un descendant du célèbre explorateur norvégien Roald Amundsen qui a donc découvert le pôle Sud. Et donc la mère explique que avec la montre il y avait une lettre. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu savoir qu'elle avait été enterrée au pôle Nord. Il y avait une lettre avec la montre, et la montre marchait encore. Donc c'est quand même de la belle qualité, La marque n'est pas précisée. Et donc voilà, une très très belle histoire. Donc cette montre qui s'est donc détachée du pôle Nord. Alors il faut savoir que c'est pas dû au réchauffement de la planète, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que le fragment s'est détaché du pôle. En fait, les scientifiques expliquent que ça arrive, que des morceaux de glace se séparent du pôle et puis donc se mettent à dériver au gré des courants. Là voilà, c'est ce qui s'est passé. Et dans le morceau de glace qui s'est détaché, il y avait la fameuse montre. Une histoire à présent qui se passe en Caroline du Nord, à Apex. Une histoire de moutons, donc 30 moutons qui étaient gardés dans une maison de banlieue. En fait non, c'est pas 30 moutons, c'est 80 moutons qui étaient gardés dans une maison de banlieue. 30 moutons, c'est le nombre de moutons qui ont dû être euthanasiés pour mauvais traitement sur les 80. Et en fait, ces 30 moutons-là ont été découverts en train de manger les fleurs d'un cimetière. Donc le cimetière de la petite banlieue, donc où ils ont été découverts. Et le propriétaire de ces moutons a été condamné pour cruauté envers les animaux, parce que donc les moutons étaient conservés confinés à l'étage, au premier étage de la maison de cet homme, et donc ils étaient vraiment dans un état pitoyable. Ils étaient à peine nourris, il y en avait beaucoup qui étaient malades, etc. Tu m'étonnes. C'est le bordel aussi. Donc l'homme en question, le propriétaire, s'appelle David Watts, et gardait donc, comme je vous le disais, 80 moutons dans cette maison qui était pas en ruine mais pas loin. C'est une maison assez dégueulasse, donc les murs s'effritaient, etc.
Et donc lui vivait à l'étage, et les moutons, comme je vous le disais, vivaient au rez-de-chaussée. Et la police explique que d'après donc ce David Watts, il est considéré comme des animaux de compagnie, tout simplement. Voilà, lui c'était des moutons. Il y a des gens qui ont des chats, d'autres des chiens. Lui, il avait un troupeau de moutons, pourquoi pas. Certes. Le seul problème, c'est qu'évidemment, ça causait quelques soucis puisque le voisinage se plaignait des odeurs. Quand les moutons réussissaient à partir, ils allaient bouffer les plantes du voisinage et donc du cimetière en l'occurrence. Et parfois, donc, Watts allait jusqu'à promener ses moutons en laisse. Donc c'est quand même très très particulier comme type d'animal de compagnie. En tout cas, voilà, il a été condamné pour mauvais traitement. Et enfin, la dernière histoire, c'est une belle histoire, on finit sur une note d'espoir, ça fait plaisir. C'est un jeune enfant de 5 ans qui a survécu à une chute de 9 étages. Donc il est tombé du balcon, ça s'est passé à Hamilton en Angleterre. Et ce jeune garçon a survécu. En fait, il a juste eu une jambe cassée. Donc quand les services d'urgence sont arrivés sur place, ils ont été très surpris de voir ce jeune garçon, j'allais dire en pleine forme, pas exactement, il devait pas être très frais, mais il avait juste une jambe, donc comme je vous le dis, abîmée. Il s'appelle Young Jin Kim, ce jeune garçon, et tout le monde s'accorde à penser que là vraiment c'est un miraculé, parce qu'encore une fois il est tombé de 9 étages. Alors sa chance, c'est qu'il est tombé sur de l'herbe, il n'est pas tombé sur du béton, parce que là sinon c'est fatal, hein. L'affaire était réglée. Donc il est tombé sur de l'herbe humide, donc ça aurait amorti sa chute. Mais vous me direz, tomber de 9 étages même sur de l'herbe humide, ça doit faire bobo. Là manifestement sa charge s'est répartie également sur le sol, ça l'a sauvé. Donc la texture plus le fait que la charge se soit bien répartie, il a survécu. Donc nous avons un jeune garçon miraculé. C'est une belle manière de finir une émission, je trouve en tout cas. Je vous dis merci, chers amis, merci d'avoir été à l'écoute, merci Thomas, merci Mika. On se retrouve la semaine prochaine pour Exo7. Tout de suite sur Rage, c'est bruits de scène. Restez avec nous.